Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir François Bousquet ce matin pour un livre passionnant qui s'appelle Courage, manuel de guérilla culturelle. Donc vous imaginez combien ce titre déjà m'est allé droit au cœur. Le sous-titre « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier est en nous, c'est le courage. » Or, c'est vrai, nous sommes dans une période, je trouve, décourageante et beaucoup de gens sont vraiment atteints de ce découragement. Et on avait oublié que le découragement, c'est l'absence de courage. Et son déclin, oui, et son déclin. Son déclin. Je m'occupe d'une nouvelle librairie depuis un an à Paris, et le titre qui s'est le plus vendu en fait sur un an, oui. Toutes choses égales par ailleurs, sachant qu'il y a Jean Raspail, Alain de Benoît, oui. Vladimir Volkov et quantité d'autres auteurs comme Dominique Vénère, mais le livre qui s'est le plus vendu, c'est Le déclin du courage d'Alexandre Solzhenitsyn, vieux de 40 ans, prononcé en 1978 devant la promotion des étudiants d'Harvard, donc dans le sein des saints universitaires de l'élite américaine. Et Solzhenitsyn, dans une annexion foudroyante de Spengler, associe le déclin de l'Occident au déclin du courage. Et nous sommes affectés de ce mal. En fait, le début du déclin, c'est peut-être le commencement du déclin pour nous, c'est peut-être ce déclin du courage qui affecte beaucoup d'esprits, qui les abat, qui les décourage, comme vous le dites. Et donc, c'est un appel et une exhortation au cœur rebelle, ce livre, une exhortation au cœur rebelle. Autre titre fameux. Oui, autre titre. Oui. Autre titre fameux, vous écrivez « Le courage est la condition d'épanouissement de l'âme humaine. Sans lui, elle ne respire pas, elle se dessèche, elle se momifie. C'est lui qui nous préserve de cette déshydratation progressive de l'âme, suivant la magnifique expression d'Arthur Koestler. Le cœur a soif, le courage l'irrigue. L'âme appesantie cherche la lumière, le courage la libère et la déleste de tout ce qui l'obscurcit et l'étouffe. Ô courage, toi qui sièges indifféremment dans le cœur palpitant et l'âme frémissante. J'ai envie de dire que, dès le départ, que ce livre est imprégné de culture qui est bien agréable. Parce qu'on a l'impression que vous êtes un héritier de toute notre culture occidentale, que vous savourez chacun de ces trésors. Vous êtes comme un... ne le prenez pas. Vous êtes comme un enfant qui a une espèce de mallette, qui ouvre une mallette de trésors et qui n'en peut plus des richesses qu'il y a dans cette mallette. Ah oui, dans tous les grands textes qui nous accompagnent depuis 3000 ans en Europe. Parce que je cite également... Que vous citez. C'est pour ça que c'est pas un gros livre. Il ne vaut que 12 €, chers amis de TV Liberté. Donc, s'il n'y a qu'un achat de livre, c'est celui-là. Merci Yann. Oui, parce que c'est un réservoir, c'est une banque de données. La littérature en Europe, depuis 2500 ans, 3000 ans, c'est un trésor. Tout a été dit. Il suffit de piocher dedans pour se ressourcer, pour armer les cœurs et armer les armes. Et à commencer par Homère, le divin Homère. Mais à commencer par Homère, bien sûr, et sa figure... Homère, dans lequel vous trouvez tout, y compris la guérilla, puisque il ne faut pas affronter un ennemi de face, il faut ruser, d'où le cheval de Troie, évidemment, c'est une leçon. C'est ça qui est étonnant dans vos lectures, c'est que vous allez y puiser ce qui va alimenter votre aujourd'hui, qui n'est pas un bel aujourd'hui. Voilà, qui est la guerre culturelle. Et Homère nous fournit les outils, puisque en amont de la philosophie, en amont de l'âge classique, en amont du siècle de Périclès, il théorise quasiment, enfin on peut dire qu'il théorise, c'est un bien grand mot, mais il nous suggère qu'il y a deux formes de guerre, une guerre de position et une guerre de mouvement, qu'il y a deux types de héros, Ulysse et Achille. Achille, c'est le lion, c'est la force, c'est la puissance. Et Ulysse, c'est le premier des philosophes, mais c'est aussi la ruse du renard. Et nous pouvons recourir, surtout quand le rapport de force est déséquilibré, et il l'est aujourd'hui entre les médias centraux, entre les institutions, et nous-mêmes, recourir à d'autres formes de stratégie, dont celle du renard, qui est la ruse. Et Homère nous y autorise. Et vous soulignez la différence qu'il peut y avoir entre un héros grec et le héros contemporain
en 2019, le zéro qui n'est plus un héros, qui est une victime, un pauvre gars qui se cache dans les coins pour ne pas être harcelé. Voilà. À partir de quand le monde a basculé? Est-ce que c'est au XXe siècle? Est-ce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale? Après la Première? Quand est-ce que nous avons changé d'éthique? Jusqu'à présent, jusqu'alors, pendant 2500 ans, l'éthique qui a prévalu était une éthique héroïque. Et désormais, depuis un demi-siècle, c'est l'homme des droits, c'est l'homme victimaire, c'est l'homme allocataire. C'est l'homme victime, c'est le dominé, c'est la pauvre chose. Il n'existe que par le cahier de doléances qu'il peut offrir et présenter aux autres et présenter au monde. Or, dans l'Ancien Monde, mais l'Ancien Monde a survécu jusqu'aux années 1950, il va donc de Homère jusqu'aux années 1950, dans l'Ancien Monde, il en allait tout autrement. Je rappelle qu'un de nos grands auteurs du théâtre classique français, qui est Corneille, Corneille est devenu aujourd'hui une chose morte, est tombé en désuétude, il est frappé de péremption. Pourquoi il est frappé de péremption? Parce qu'il en appelle à la race, au sens ancien du terme, c'est-à-dire à la vigueur du sang. Il en appelle à l'héroïsme. À l'héroïsme, ce sur quoi reposait l'ancien évangile de l'homme européen. Nous vivions dans un pays peuplé de héros et de saints, et le culte était celui-là. Or, aujourd'hui, il faut bien le dire... Ces deux figures sont dévaluées, elles sont dévaluées. On en trouve un de temps en temps, mais par accident. Par accident, c'est le colonel Beltrame, mais qui sidère, il frappe les esprits parce qu'il est inconcevable au regard de l'idéologie contemporaine. C'est quoi l'idéologie contemporaine? C'est une idéologie libérale, néolibérale, économique. C'est la théorie de l'agent rationnel et du choix rationnel. C'est quoi le choix rationnel? C'est que c'est une théorie qui postule, et elle est partagée par tous les économistes, par tous les politiques, qui postulent qu'on doit chercher le maximum de bénéfices au moindre coût. Il est évident que l'économie du courage ne repose pas sur cette équation. C'est au contraire le maximum de bénéfices, certes, mais au prix le plus élevé, au prix le plus lourd, au prix du sacrifice individuel, au profit du collectif. J'ai en tête cette phrase du juge Falcone à propos du courage. Le juge Falcone, il montre très bien à la fois la loi du courage et la tragédie que peut représenter le courage. C'est que l'homme lâche meurt, disait-il, l'homme lâche meurt plusieurs fois par jour. L'homme lâche meurt plusieurs fois dans une vie. Le courageux ne meurt qu'une fois par jour. Ne meurt qu'une fois dans une vie. Et certes, il meurt, bien sûr, mais c'est toute la différence entre un univers qui repose sur une lâcheté. Mais je m'entends, la lâcheté n'est pas théorisée, elle est tacite. Quand je parlais de la loi de l'agent rationnel, il est évident que c'est une loi qui fonde en économie, qui fonde en droit, mais elle ne le formule pas explicitement, elle le formule implicitement, un modèle de civilisation qui repose sur la lâcheté. Je ne prends pas de risques. À la place de prendre des risques, je fais en sorte de m'assurer contre le risque. J'ai une aversion au risque. Et dans l'Ancien Monde, mais l'Ancien Monde qui a perduré jusqu'il y a une poignée d'années, en fait, c'est le modèle anthropologique rigoureusement inverse qui prévalait. Alors, devant cette lâcheté généralisée, vous citez l'exemple de Solzhenitsyn, qui montre comment la peur a changé de camp dans les camps. Dans les goulags. Oui. Ça, je ne savais pas ça. Alors Solzhenitsyn, dans l'archipel du goulag, alors évidemment c'est au cœur de l'archipel, il faut s'y replonger. Je ne me souvenais plus de ça. Moi c'est une cliente de la librairie, une grand-mère. Oui, c'est une grand-mère normande. Une grand-mère normande qui m'a mis ce texte sous le nez, sous les yeux. Et c'est un texte sidérant de Solzhenitsyn parce qu'on est habitué au déclin du courage, on est habitué un vieux sage. Voilà, à la formule quasi évangélique, ne pas vivre dans le mensonge, le mensonge ne passera pas par moi, non, va des rétros, va-t'en mensonge, mais surtout, Solzhenitsyn montre dans l'archipel comment 20 ans, 30 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique sur elle-même, les prisonniers, les ZEC, les prisonniers politiques, se sont libérés, ont renversé l'ordre concentrationnaire. Et comment l'ont-ils fait? Je rappelle aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est Solzhenitsyn, c'est l'orthodoxe, c'est l'homme de la voie droite, c'est le moujik iconique. Eh bien, comment les prisonniers se sont libérés? Eh bien, en égorgeant tous les matins, lorsque les baraquements étaient ouverts par les capots, un petit peu avant, les traîtres, les collabos, les agents zélés du système, partout dans la Kolyma. La Kolyma, il faut se la représenter comme un archipel éclaté qui ne communiquait pas. C'est d'un camp disciplinaire à l'autre, d'un camp de travail à l'autre, aux confins extrêmes orientaux de la Russie. Et bien partout dans les camps a sonné le tocsin, dit Solzhenitsyn, de la justice. Le maillon, dit-il, le maillon c'est quoi? Eh bien c'est le meurtre. Nous avons tué l'agent, le rouage
rouage qui permet au système concentrationnaire de fonctionner. C'est quoi? C'est le traître. Et Solzhenitsyn nous interroge sur le statut et cette question de la trahison. La trahison est partout aujourd'hui. Nous ne savons pas quoi faire des traîtres. Elle est même sollicitée. Elle est sollicitée, recommandée, prescrite. Puisque notre président vient de dire qu'il fallait dénoncer cette... Voilà. On est là dans un... Voilà. Et la trahison, comment un univers qui est le nôtre pourrait concevoir la trahison, puisque notre univers est régi par des appartenances multiples, des allégeances multiples. Le code de l'honneur. C'est un peu contraire au code, voilà, code de l'honneur. Et donc, nous, ça piétine le code de l'honneur. Et donc, la trahison, c'est normalisé. C'est ce que dit Jean Raspail déjà dans le Camp des Saints. Il y a plusieurs passages dans le Camp des Saints, donc ça nous ramène aux années 1972-73, que désormais, la trahison est prescrite par nos élites. Elle ne choque plus personne. Or, dans l'Ancien Monde, et il faut se plonger dans l'enfer de Dante, la trahison, c'est dans le dernier des cercles, c'est le 9e, l'enfer de Dante, c'est un entonnoir. C'est celui qui souffre le plus. C'est celui qui souffre le plus. Judas, Iago, Ganelon. Donc, dans l'Ancien Monde régi par une éthique de l'honneur, la trahison était le crime des crimes, le péché impardonnable. Et dans le nôtre, il en va différemment. Vous parlez aussi d'une autre mort, c'est la mort sociale que l'ennemi essaye d'imposer à ce qui n'est pas lui pour asseoir son pouvoir. Et vous montrez comment il faut réagir à cela. Et d'abord, bien voir ce que c'est que la communication, qui est en fait le nouveau mot pour propagande, tout simplement. Oui, la communication, ça n'est jamais que la propagande qui a réussi, puisque c'est une propagande qui avance masquée. Et sur la question de la domination, qui est la nôtre, nous sommes aujourd'hui dominés, il faut que nous prenions conscience de notre propre domination. Nous sommes dominés, nous majoritaires, nous pays central, en France, en Europe, par les minorités. Et comment faire pour renverser cette domination? Je crois qu'il faut s'afficher. Tout le monde ne peut pas s'afficher. Mais je fais un éloge du coming out et je montre à quel point, parce que les gens ne le conçoivent pas, les risques qu'ont encouru les homosexuels depuis une cinquantaine d'années. Le coming out a été théorisé il y a 150 ans par un homosexuel allemand. Mais depuis 40 à 50 ans, depuis la Californie, les homosexuels se sont de plus en plus affichés. Et ils ne l'ont pas fait sans péril, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils se sont aliénés souvent leur famille, souvent leur père. Mais ils ont considéré que leur identité centrale était l'identité homosexuelle. C'est très contestable, je pourrais revenir là-dessus. Pour autant, ils se sont affichés. Tant que la plupart d'entre nous ne nous afficheront pas, c'est-à-dire assumeront physiquement, socialement, professionnellement notre différence, il n'y a aucune raison que nous puissions renverser la roue de l'histoire, puisque nous avons intériorisé la stratégie de notre ennemi. C'est quoi la stratégie de notre ennemi pour nous? C'est à la fois nous diaboliser, c'est très commode la diabolisation, parce que ça permet de vous néantifier, ça permet de nous liquider socialement. Vous avez même un autre mot, vous avez le mot d'excommunication. Oui, on nous excommunie, on nous invisibilise, on nous efface de l'espace public. Alors c'est ce contre quoi on veut lutter, si nous voulons réellement voir nos idées nous conduire jusqu'au pouvoir. Vous dites même que à partir du moment où Jean XXIII a supprimé l'excommunication, et ça a été le début des excommunications dans la presse. Oui, par les journalistes, par la nouvelle caricature. Par la nouvelle, c'est quand même... Oui, par les journalistes. Alors, quelle leçon vous tirez de ça? C'est qu'en réalité, il y a une nécessité de l'excommunication de certains. Oui. Aucune société ne peut marcher sans excommunication. Voilà, sans excommunication. Et que les journalistes ont remplacé l'Église. Voilà, et puis largement, aucune société ne peut fonctionner. Et là, on se gargarise, nous, modernes et postmodernes, d'une liberté totale. Non, il n'y a pas de liberté totale. Non. Aucune société ne peut fonctionner sur une absence d'interdit. Simplement, l'interdit, le licite et l'illicite évoluent à travers les âges. Oui, c'est la loi de... La fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, ça a été théorisé par des Américains. C'est le champ de ce qui est socialement, politiquement, philosophiquement autorisé. Et tout ce qui est exclu, qui est hors de la fenêtre, hors champ, est socialement, politiquement, philosophiquement interdit. Et ça évolue à travers les âges. Je parlais de l'homosexualité, il y a un demi-siècle, l'homosexualité était tolérée. Aujourd'hui, elle est prescrite. Et inversement, l'homophobie était plutôt recommandée. Elle n'avait pas force de loi, qu'on se comprenne. Et aujourd'hui, elle est prohibée. Non, puis prenons un autre exemple. La fierté de sa race est interdite aujourd'hui. Voilà, vous êtes blanc. Oui, quand vous êtes blanc. Quand vous êtes noir, vous avez le droit. Oui, quand vous êtes noir, le droit d'être fier de vous et d'exclure
les blancs de vos réunions. Voilà, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe de l'antiracisme, c'est que l'antiracisme contemporain a remis sur la table la question de la race. En effet, ils passent leur temps à raciser les discours et à dénoncer un racisme d'État. Alors, il y a aussi une réflexion très, très bonne que vous tirez de ce livre d'Alexandre Watt, que je ne connaissais pas, Mon siècle. Le marxisme-léninisme a inventé une nouvelle manière de vivre ensemble en se haïssant. Il l'appelle la socialisation par la désocialisation. Ça, c'est très flagrant, puisqu'il y a une espèce de climat de haine qui se répand, qui est invivable. Ouais. De loi des suspects. Alors lui, il théorise ça, c'est un Polonais, juif polonais, converti au catholicisme, qui a d'abord été un des chefs de file de l'avant-garde polonaise, donc un des très grands auteurs polonais, poète, et qui a passé sa vie en prison et dans les camps, et qui est mort en France. Il est mort d'une tumeur, il était fascinant, si j'en parle, il est mort d'une tumeur cancéreuse. Il était convaincu qu'il était puni dans son corps pour avoir été communiste dans une autre vie. Mais simplement, lui montre à la perfection que le vivre ensemble est une impossibilité. Dès lors qu'on parle de vivre ensemble, on sait qu'il s'agit de haïr ensemble. Haïr ensemble, et à cet égard, le communisme a été un laboratoire. Oui, enfin, ça a commencé un petit peu plus tôt. C'est la révolution. La révolution, la loi des la révolution est le berceau de la haine sociale, indiscutablement. Mais ça, c'est très frappant. Et le climat de haine qu'il peut y avoir tous les matins, enfin, c'est vraiment... Ça en devient même un petit peu ridicule. Comment ne pas penser aux 2 minutes de la haine dans 1984 d'Orwell, où ça a une fonction presque de catharsis, la haine. Étonnamment, c'est le paradoxe souligné par Alexander Watt, socialiser en désocialisant. Eh bien, on fait société dans ces 2 minutes de la haine. On s'unit contre. On s'unit contre. On s'unit contre. Et puis, il y a toute une partie, bon, il faut le dire, vous écrivez merveilleusement, vous avez une espèce d'ivresse d'écriture, vous maniez les adjectifs, les phrases résonnent. Enfin, c'est un vrai plaisir de lecture. Vous parlez par exemple de la règle des 3D du système, déni, délit et délire, voilà, les 3D. Et c'est vrai qu'on est... si on peut en dire un peu plus, c'est que le premier mécanisme, c'est la dénégation, donc le réel n'a pas eu lieu. Non, il n'y a pas de problème avec l'immigration en France. Non, il n'y a pas plus d'immigrés. Si jamais vous contrevenez cette loi du refus du réel, eh bien, c'est le délit. Vous êtes condamné à la 17e chambre correctionnelle. Donc délit, et puis après le délire, c'est toutes les théories postmodernes, loufoques, fantaisistes, qui auraient fait rire nos aïeux, dont Molière a brocardé dans Les femmes savantes et les précieuses ridicules. C'est la théorie du genre, c'est les transsexuels, c'est les délires raciaux des minorités, en particulier afro-américaines. Je parle comme elles, donc ce ne sont pas des minorités afro-américaines, ce sont des minorités noires américaines. C'est l'intersectionnalité. Imaginons que vous êtes une femme noire et lesbienne, vous êtes à l'intersection d'une folie qui est en train de s'emparer des sociétés. Les Américains... asiatiques, d'origine asiatique, disent que ce qui se passe aujourd'hui sur les campus américains et qui arrive en Europe, leur évoque la révolution culturelle chinoise, qui a été un délire ubuesque, où les élèves crachaient au visage des mandarins, de leurs professeurs, où les professeurs étaient ruralisés en Mandchourie intérieure. C'est très intéressant qu'ils fassent ils voient le même délire. Je m'entends à la violence, à la violence près, puisqu'on n'est pas déporté au fin fond du goulag aujourd'hui. Pour autant, à la violence près, c'est le même délire qui s'est emparé des esprits. Alors, vous préconisez des comportements bien précis, donc le outing, on l'aura compris, c'est-à-dire dire partout, au café, en classe, au bureau, j'ai envie de dire je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance, mais en tout cas je suis français et témoigner de ce que nous je suis français, j'aime mon pays et je veux le protéger. Alors donc bien affirmé, et puis quoi d'autre? Alors, le sous-titre du livre, c'est la guérilla culturelle. Alors, un petit mot pour expliquer ce qu'on peut entendre par guérilla culturelle. Eh bien, la guérilla, c'est une forme nouvelle de guerre qui a été inventée par les Espagnols. Contre Napoléon. Contre Napoléon, contre les armées conventionnelles, contre la grande armée de Napoléon. Eh bien, les Espagnols ont inventé la petite guerre, ce qu'on appelait autrefois la petite guerre. Ce sont des guerres irrégulières, du faible contre le fort, de populations civiles contre des militaires. Et la guérilla
est un concept assez intéressant, me semble-t-il, puisqu'en théorie militaire, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie. L'asymétrie, c'est un rapport de force déséquilibré. Vous avez la bombe atomique, hein, vous êtes les médias centraux, vous avez la bombe atomique. Nous n'avons pas la bombe atomique. Hein. Nous sommes le petit poussé. Nous sommes David contre Goliath. Hein. Donc nous devons recourir à d'autres stratégies, celle de David contre Goliath. Hein. Oui. Et les Américains qui adorent faire des grands panels, hein, des grandes histoires du monde, se sont remarqués que lorsque David recourt contre le tout-puissant Goliath, hein, à des armes du faible, hein, à des armes asymétriques, eh bien, en général, il gagne. Hein. Donc, si nous recourons contre notre ennemi, si nous adoptons le système de valeurs de notre ennemi, je parle des médias centraux, de l'institution, d'université, nous serons vitrifiés. Donc, nous devons inventer des stratégies parallèles, hein, des stratégies de contournement qui reposent à la fois sur la force, donc le lion, mais aussi sur la ruse, le renard, pour essayer de d'effriter la toute-puissance de notre adversaire. Parce qu'il est vraiment tout-puissant, il a une rente de monopole sur toutes les institutions. Je vous parlais de la librairie, il a une rente de monopole sur la librairie. Il a une rente de monopole sur l'édition, sur l'université, sur les médias. Il est dominant partout. Pour autant, il ne produit plus d'idées. Mais après le temps des théologiens, vient le temps des exorcistes. Donc nous sommes confrontés à des exorcistes, mais des exorcistes tout-puissants. Donc si nous voulons les battre, et nous voulons les battre, hein, puisque la politique c'est ça au fond, la politique c'est vouloir que ces idées atteignent au pouvoir, nous en sommes loin bien sûr, hein, c'est essayer d'inventer et de repenser des stratégies nouvelles qui nous permettent de détrôner ce Moloch, le Moloch auquel nous devons nous confronter. Rendez-vous, chers amis de TV Liberté, dans cette nouvelle librairie, rue Médicis 9 Au 11, juste en face de la Fontaine. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que vous dites que ce lieu a une histoire. Ah oui, c'est l'ancienne librairie nationale, la nouvelle librairie nationale, qui était la librairie de l'Action française. De Georges Valois. Et dirigée par Georges Valois, où le catalogue était merveilleux. Où il y avait le catalogue, c'est Bainville, Léon Daudet, Charles Maurras, Valois, bien sûr. C'est quand même un lieu mythique. Voilà, c'est un lieu qui est habité. Lieu qui a été saccagé, bien évidemment, par les adeptes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. J'ai nommé les Antifas qui ont fracassé votre vitrine. Il y a 2 reprises. Ce qui est quand même un petit peu gonflé. J'ai envie de donner un exemple de réaction. Il y a un musée qui va être déplacé parce qu'il est en rénovation. Donc pendant le temps de sa rénovation, il va être installé au bout du Champ de Mars. Ce qui est une très bonne idée, c'est merveilleux. Et je voudrais suggérer que pendant le temps de la reconstruction de Notre-Dame, eh bien, le projet de Monseigneur Chauvet, qui est celui d'une cathédrale temporaire, soit installé sur le parvis de Notre-Dame, qui appartient à la cathédrale. Le parvis fait partie intégrante de la cathédrale. Et donc, ce qui se fait pour un musée doit aussi pouvoir être fait pour la cathédrale. Voilà, c'est un exemple de résistance et de combat que je propose. En plus de lire ce très beau livre, Courage, manuel de guérilla culturelle, François Bousquet, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup. Et rendez-vous à Lire sous les sapins, ce petit salon du livre, le 15 décembre, 7 rue de Poitiers. Et vous pourrez rencontrer François Bousquet. Merci François Bousquet. Au revoir, chers amis de TV Liberté.